à toutes et tous et merci de nous accueillir. On est vraiment hyper contents d'être là. C'est vraiment un travail collectif que je vais vous présenter aujourd'hui et donc s'agissant évidemment du traitement médiatique qui a été réservé à la question palestinienne à partir du 7 octobre. Alors évidemment, je vais vous dire un peu trois choses en préambule. La première, c'est qu'évidemment, ce traitement médiatique-là, il est difficile à résumer, tellement la faillite journalistique a été profonde. Donc d'ores et déjà, pour des analyses détaillées, des exemples, des verbatims, des analyses quantitatives aussi, je vous renvoie, comme l'a dit François, aux deux numéros de la revue Média Critique, mais aussi au site internet d'Acrimed, hein, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais dire en préambule, c'est que c'est une question aussi qui est vaste parce que quand on observe ce traitement médiatique, en fait, on est confronté à un double travail. Le premier, c'est vraiment la critique de l'information internationale en tant que telle, c'est-à-dire la couverture des événements en Israël et dans les territoires occupés. Et le deuxième pan du travail, c'est dont on peut absolument pas faire abstraction à notre avis, c'est évidemment la manière dont les médias dominants ont rendu compte, et c'est déjà beaucoup trop d'honneur de leur faire, d'employer ce terme, leur faire trop d'honneur, ont rendu compte des positionnements des différents partis politiques français sur cette question, mais également aussi des mobilisations en soutien du peuple palestinien qui ont eu lieu en France. Donc c'est deux questions que je vais quand même essayer de traiter, même si les deux sont vastes. Et la troisième chose que je voulais vous dire en préambule, c'est que, comme je le disais, là on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un portrait à gros traits, on va dire, de ce qu'a été le bruit médiatique dominant. C'est-à-dire, quand on parle à Acrimed de bruit médiatique dominant, on parle de la somme des effets de cadrage par lesquels les médias ont problématisé cette question, traité l'information, des effets aussi de légitimation et de délégitimation qui ont eu lieu. Et évidemment, je le disais à l'instant, d'imposition de problématiques qui sont à l'œuvre dans les grands médias. Donc évidemment, ce bruit dominant, il n'empêche pas que soit produite à la marge une information de qualité, en particulier dans un certain pan de la presse. On ne peut pas mettre tous les médias à égalité. On ne peut pas dire par rigueur intellectuelle, par exemple, que les médias Bolloré ont traité le 7 octobre et après comme Le Monde. Ce ne serait pas juste de le dire. Évidemment que les médias audiovisuels et a fortiori les chaînes d'information en continu ont comme d'habitude exacerbé les biais qu'on trouve dans les médias, mais le point principal c'est ça, de vraiment mettre en valeur ce qui a été quand même des tendances lourdes qui ont contribué à verrouiller le cadrage de l'information dans quand même une grande partie de l'espace médiatique. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous présenter à travers ce que nous on a identifié et critiqué comme le cadrage global à partir du 7 octobre. Et donc à partir du 7 octobre et dans les mois qui a suivi, la lecture médiatique qui a été imposée par la quasi-totalité des chefferies éditoriales a reposé sur trois lignes directrices. La première, tout a commencé le 7 octobre. La deuxième, Israël procède par conséquent à une riposte. Et la troisième, cette riposte ne viserait que le seul Hamas. Ça, c'est les trois lignes directrices que sur lesquelles je vais essayer de revenir un peu à gros traits. Alors, le premier biais, tout a commencé le 7 octobre, qui est évidemment pas ma formule, vous l'aurez compris, mais celle qui s'est imposée dans les médias. Ça révèle en fait un travers assez ordinaire dans la couverture journalistique de l'information internationale, mais particulièrement s'agissant de la Palestine. C'est un biais qu'on pourrait, si vous voulez, qualifier par deux autres termes, à la fois le présentisme des médias et aussi la dépolitisation de l'information. C'est-à-dire une propension systématique à déshistoriciser chaque nouvelle étape de ce conflit, comme si elle ne s'inscrivait pas à la fois dans une histoire longue et dans un contexte spécifique. Donc au lendemain du 7 octobre, la plupart des journalistes et des commentateurs ont véhiculé
et imposer en réalité la perception d'un événement qui ne sortirait de nulle part, qui serait sans cause, sans explication, etc. Et dire tout a commencé le 7 octobre, c'est pas une formule abusive parce que on a pu retrouver cette formule et moult variantes dans des articles de presse, dans l'audiovisuel, au point que, y compris plusieurs mois plus tard, des journalistes qui s'attachent dans des articles à, je cite par exemple, donner les principales dates clés du conflit pour le comprendre, démarraient leur propre chronologie au 7 octobre. Et donc, ce n'est pas une petite affaire, puisque évidemment, dès les premiers jours, les intervenants qui ont tenté en fait de se livrer à une contextualisation historique des massacres perpétrés par le Hamas ont non seulement été totalement marginalisés en fait dans les grands médias, mais ont immédiatement aussi été disqualifiés, puisque leur approche était taxée de perspectives, on va dire, au mieux relativistes, au pire, monstrueuses. J'ai en tête notamment une déclaration qu'on avait relevée aussi dans une vidéo qu'on a faite pour Blast de Raphaël Enthoven, qui utilisait littéralement ce terme face à Pascal Praud dans mon souvenir. Voilà, ça plante un décor, comme on dit. Le rappel du contexte n'avait pas vocation à excuser, mais essayer de situer, de comprendre et pourquoi pas, ce qui est compliqué apparemment dans les grands médias, de réfléchir. Et donc pour nous, dès le mois d'octobre, en fait, ça a été important de vraiment rappeler et marteler combien cet appel littéralement à verrouiller le débat public et le débat démocratique a été délétère. Parce que on était dans un moment de crise intense où, de fait, des décisions politiques et militaires aux conséquences extrêmement lourdes sont engagées. Et la deuxième chose aussi la deuxième raison pour laquelle c'était important de le marteler, c'est qu'en réalité, cet appel à dépolitiser la réception des événements sous-tendait lui-même une lecture éminemment politique de ce qui venait de se produire, puisque pour la quasi-totalité des éditorialistes, on assistait, et c'est comme ça qu'ils le présentaient, à un affrontement entre civilisation et barbarie. Donc cette lecture, évidemment, elle doit beaucoup, ce cadrage médiatique doit beaucoup au fait que, comme dans toute période de crise intense, encore plus que d'ordinaire, on devrait dire, les médias dominants ont évidemment une tendance à s'aligner à la fois sur l'agenda et sur le positionnement du gouvernement français et de son soutien inconditionnel à Israël au départ. Mais donc, du coup, ça explique en partie comment tout ça s'est traduit par une adhésion idéologique sans que ce soit forcément présenté ni même pensé comme tel parmi les chefferies médiatiques, au récit selon lequel, évidemment, Israël mènerait une guerre juste, avec 1000 guillemets, ce qui a favorisé et légitimé la rhétorique de l'extrême droite israélienne et française d'une guerre de civilisation, entre guillemets, pour la défense, entre guillemets encore, des valeurs occidentales. C'est une lecture que vous aurez, si vous avez suivi les médias, beaucoup entendue, qui a évidemment participé de la légitimation de l'offensive militaire engagée par Israël contre Gaza, et pas seulement Gaza, et qui continue, y compris encore aujourd'hui, à cadrer la séquence. Et cette lecture, je vous parlais là des biais, on va dire, politiques, quoi. C'est important, sans doute, d'en faire un point aussi maintenant, c'est que c'est aussi dû à ce qu'on décrit depuis longtemps qu'on s'intéresse à Acrimed, à cette question, c'est-à-dire une inculture, une méconnaissance de nombreux journalistes de la question palestinienne et de ce qui se passe sur le terrain. Et donc quand on dit ça, on ne peut pas s'empêcher de dire que il y a une désertion volontaire de la part des chefferies médiatiques, une désertion à la fois intellectuelle et informationnelle de la région, par la plupart des médias français avant le 7 octobre. C'est vraiment une cause structurelle, là pour le coup, de long terme. Il y a plein de symptômes.
On avait interviewé pour Acrimed Jean Stern, qui travaille entre autres pour Orient 21, qui nous rappelait quand même que TF1 avait fermé son bureau de Jérusalem en 2019, que France 2, me semble-t-il, en a encore un, mais que en 2011, ce bureau a été amputé, par exemple, des 2 tiers de ses effectifs, et qu'à l'époque, c'était pas moins de 7 personnes sur 10, par exemple, qui avaient été licenciées. Donc voilà, ça va être des correspondants permanents qui se font rares, puisque les chefferies médiatiques, par intérêt économique, mais pas que, leur préfèrent des envoyés spéciaux qu'on va dépêcher sur le terrain de manière totalement irrégulière, et qui ne connaissent pas le terrain, par définition, et dont les reportages, ça peut leur arriver qu'ils soient à la fois cadrés en amont par les directions éditoriales parisiennes, mais aussi les directions vont ensuite effectuer une sélection dans ce qui est rapporté, et puis elles vont même intervenir parfois sur le récit que vous entendez par exemple dans les 20 heures. On peut avoir des images rapportées par un envoyé spécial ou par un correspondant sur place, et en fait la voix off, c'est un journaliste à Paris en fait qui l'enregistre, qui la tourne. Donc voilà, il y a beaucoup d'interférences, on va dire aussi liées tout ça aux conditions matérielles, on va dire de production de l'information, qui expliquent aussi en grande partie la mauvaise information, voire la non-information tout court dans le cas de la Palestine avant le 7 octobre. À cela, évidemment, dans la conjoncture, c'est ajouté un truc important qui est le blocus informationnel d'Israël sur Gaza, qui est quelque chose qui n'a pas été dénoncé tant que ça par les confrères, ce qui est littéralement une honte. Et je parle même pas de la solidarité corporatiste, qui est quand même une règle dans cette profession, avec les plus de, je sais même plus à combien on en est, je crois que le dernier décompte c'était 158 journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza. C'était pour vous donner un petit point là. Sur les conditions matérielles, je pense que vous connaissez, mais sur ce point, j'aime bien renvoyer, on en parlait tout à l'heure, à la fois à un article qu'a publié Clotilde Mravko, qui écrit un peu pour Le Monde, me disait François aussi dans Ouest France, et puis dans d'autres médias. Elle a publié un papier très intéressant là-dessus sur Orient 21, et un document que je trouve vraiment très touchant et très informationnel aussi sur la question des médias, c'est le podcast de Marine Vlahovic. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a été correspondante entre 2016 et 2019 en Palestine pour des radios publiques, et dans un podcast qui s'appelle Carnet de correspondante. Elle a tourné 5 épisodes, et elle revient vraiment sur ce que veut dire en fait, sur les conditions vraiment de production de l'information, sur comment faire son métier là-bas. C'est vraiment très 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 édifiant. Elle est en Égypte, elle espérait pouvoir entrer à Gaza, elle l'a pas pu, mais elle a encore beaucoup de contacts, journalistes ou non, sur place, qui sont aussi par ailleurs ses amis. Les conséquences sur l'information sont catastrophiques, puisque comme on a l'habitude de le répéter dans Acrimed, en dehors on va dire d'épisodes ou de séquences de confrontations militaires d'une ampleur entre guillemets inhabituelle, le traitement des médias français est rachitique, pour ne pas dire inexistant. Juste vous donner un petit aperçu de l'ampleur du désastre qu'on a sorti donc peu de temps après le 7 octobre. On a fait une étude sur le 20 heures de France 2, qui est quand même regardé encore par des millions de gens dans ce pays. On a regardé donc le 20 heures de France 2 entre le 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2023. Et donc, sur ces 9 mois, il n'y a eu que 10 sujets sur le conflit et sur la région plus généralement. En 9 mois, les Palestiniens ont eu un temps de parole de 33 secondes. Voilà. Un seul sujet à porter sur les exactions des colons dans les territoires occupés, et il n'était pas mis en perspective avec le bilan, évidemment en hausse des premiers mois de l'année. La campagne de bombardement israélien à Gaza en mai 2023 qui a fait l'objet de 2 brèves, pour un total de 17 et 20 secondes respectivement. On part du même constat. On avait fait aussi une étude sur le traitement honteux, indigent de France 2, par France 2 de l'assassinat de Shirin Abu Akleh aussi.
puisque là on avait relevé que le sujet, ça avait fait l'objet de 2 sujets, 4 minutes et 18 secondes en 32 jours. C'était 1,3% d'antenne, du temps d'antenne dédié aux sujets internationaux sur la même période. Et c'était 6 fois moins sur la même période, c'était un traitement 6 fois moindre que le traitement que France 2 a consacré par exemple au jubilé de la reine d'Angleterre. Voilà. Donc c'est important. Donc en gros, notre constat, il est le même depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire que le traitement médiatique des événements qui marquent la région, en gros, qui est une succession de longues séquences de silence, et donc implicitement de calme, entre guillemets, entrecoupées de séquences de violence. Voilà. Après, avec la question que ne se posent visiblement jamais les chefferies médiatiques, c'est comment, vu que c'est calme, on peut avoir des surgissements comme ça de violence. Mais pour ça, il faudrait évidemment faire un suivi profond de la région, ce qui, comme on vient de le voir, n'est pas tellement le cas. Et donc, ce traitement-là, ordinaire, on va dire que évidemment, ça contribue à normaliser le fait colonial et donc une situation structurelle d'oppression. Ça laisse précisément dans l'ombre l'habituel et l'ordinaire des Palestiniens, des violences systémiques, multiformes et quotidiennes. Et d'autre part, ça entretient la déshumanisation, qui travaille aussi les imaginaires et qui fossilise une distance avec le peuple palestinien, si je voulais employer une formule un peu triviale, je dirais un peu loin des yeux, loin du cœur, mais qui empêche, et ça il faut le comprendre, fondamentalement ça empêche toute forme d'identification, de compréhension, et y compris d'empathie à l'égard des Palestiniens, ce qui n'est évidemment pas sans incidence sur ce qu'on va voir ensuite, sur le traitement médiatique. Parce qu'évidemment, cet effacement en fait, de décennies de situations d'oppression et de conflits est à l'origine de la deuxième ligne directrice dont je vous parlais au début, et qu'ont adopté les médias dominants. C'est-à-dire que puisque tout a commencé le 7 octobre, l'État d'Israël est logiquement la partie qui réagit. Et donc cette lecture a gravé dans le marbre un biais de légitimité implicite, une légitimité qui a été accordée au seul État d'Israël, dont les droits à se défendre, selon la formule qu'on a beaucoup entendue, ont été mis au centre, alors que, évidemment, ne sont jamais évoqués les droits des Palestiniens, qu'il s'agisse de leur droit à exister en tant que nation, maintes fois proclamés par le droit international, ou encore aussi de leur droit à se défendre face à une occupation militaire qui est lui aussi consacrée par les résolutions des Nations Unies. Et évidemment, dire ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. C'est une remarque générale qui n'est pas rappelée par les médias, mais qui ne légitime évidemment pas des massacres contre des civils et des crimes de guerre qui ont été commis. Mais voilà, en tout cas dans les médias pendant des semaines et des mois après le 7 octobre, l'idée d'une riposte entre guillemets inéluctable et légitime a constitué l'alpha et l'oméga du débat autorisé, et ça a contribué à ostraciser grandement non seulement à ostraciser les appels au cessez-le-feu, mais ça a aussi disqualifié en fait les marques de solidarité envers le peuple palestinien, qui ont été suspectées de bienveillance à l'égard du Hamas et ou de soutien au terrorisme. À la fin du mois d'octobre, on avait livré une analyse détaillée des trois premières semaines de bombardement, et très rares en fait ont été les journalistes, les éditorialistes et autres experts en géopolitique, en relations internationales, tous ceux que vous voyez défiler sur les plateaux. Très rares ont été ceux à avoir discuté ou ne serait-ce qu'envisagé en fait la perspective, la possibilité d'un cessez-le-feu ou de négociation dans le cadre d'un processus de paix. Et comme on le relevait sur la base de moult verbatim, transcriptions d'émissions, relevés dans la presse, etc., l'ensemble des commentateurs s'est plutôt divisé en deux catégories. Alors les va-t-en-guerre d'une part, et de l'autre les partisans de ce qu'on a appelé une cécité volontaire. Et donc chez ces derniers, le discours qui postulait ou qui sous-entendait qu'Israël n'aurait pas d'autre choix s'est accommodé de fait de ce qu'ils appelaient aussi des dommages collatéraux, donc c'est-à-dire la mort dans les 3 premières semaines déjà de centaines puis de milliers de civils gazaouis.
Et les quelques intervenants qui sont passés, marginalisés dans les médias, qui en appelaient concrètement à la désescalade, par exemple, ont été disqualifiés, renvoyés dans le camp des naïfs et suspectés au mieux d'ingénuité. Donc voilà, en gros, le message a oscillé entre une légitimation explicite de la réponse militaire israélienne et la déresponsabilisation d'Israël, généralement, du coup, au nom de ce prétendu fatalisme de la riposte. Et ce fatalisme de la riposte, il a notamment été motivé par le leitmotiv selon lequel Israël serait en guerre contre le Hamas et lui seul et viserait à le détruire. Donc ça aussi, vous l'avez entendu beaucoup répéter dans les médias. Et donc ça, c'est là, et ça continue. C'est là le troisième biais du cadrage médiatique général, en fait, qui a contribué aussi à la dépolitisation du récit médiatique et qui s'est notamment donné à voir dans la façon dont la séquence a été, et vous avez raison, continue d'être nommée. Et là, on pense évidemment à la titraille générique qu'ont employé la totalité, quasi-totalité des médias dominants, c'est-à-dire guerre Hamas-Israël. Ou guerre Israël-Hamas. Donc on vient de parler là du premier angle mort majeur que cette formule véhicule, puisque évidemment ça entérine un élément, un pilier central de la propagande israélienne. Mais cette formule, elle est aussi problématique pour deux raisons supplémentaires. D'une part, parce qu'elle fait abstraction évidemment du déséquilibre abyssal des forces en présence et qu'elle met en équivalence évidemment un État doté d'une puissante armée régulière qui est approvisionnée en artillerie lourde et à flux continu par les États-Unis et d'autres puissances occidentales, n'est-ce pas? Et d'autre part, un groupe politique et sa branche armée. Et d'autre part, parce que en réduisant la seconde partie prenante du conflit au Hamas, cette formule contribue évidemment à un phénomène d'invisibilisation géographique et politique, comme si la guerre d'Israël n'était pas menée contre l'ensemble des Palestiniens et de leurs organisations où qu'ils se situent. C'est ce biais majeur en fait qui nous permet de comprendre par exemple le spectaculaire retard à l'allumage des grands médias à propos de la Cisjordanie, puisqu'il a fallu attendre des semaines, voire pour avoir le début d'un traitement un peu de la Cisjordanie qui a été en plus traité, ça revenait dans beaucoup de titres d'articles, comme une autre guerre. Voilà, c'était l'autre front, l'autre guerre, etc. Et donc c'est évidemment un cadrage problématique puisque ça contribue en fait à une dilution pure et simple de la question nationale palestinienne. Bon là actuellement tout est sous les radars. Gaza, Cisjordanie, grosso modo. Il y a eu une petite dépêche AFP là récemment quand le gouvernement a autorisé la saisine de, c'était quoi, 1270 hectares de terre palestinienne. Là, il y a eu une dépêche AFP. Donc, en général, quand il y a une dépêche AFP, c'est repris un peu par certains médias. Il y a eu un reportage propre du Monde qui continue quand même un peu. Mais sinon, dans les médias audiovisuels, je sais pas vous, mais moi j'ai pas entendu beaucoup parler de ça. Et là, ni même de Gaza, où on est repassé dans un trou noir de l'information littéralement insupportable. Ce cadrage général, évidemment, il a fait consensus parmi les chefferies éditoriales. Donc tous les médias n'ont pas adopté la posture va-t-en-guerre d'I24 News, par exemple, d'une manière aussi frontale et aussi caricaturale. Mais tous les médias ont abondamment relayé la communication de l'armée israélienne jusqu'à ces récits propagandistes les plus outranciers. Donc là, je ne vais pas vous le refaire, mais on a beaucoup entendu, notamment les premières semaines, les premiers mois, le coup de l'armée morale attachée à protéger les civils. Je le disais, le Hamas visé comme seul but de guerre. Le Hamas et les boucliers humains, etc. Le Hamas seul responsable des morts palestiniennes, des morts palestiniens. Je me rappelle d'une émission sur France 5 avec Christine Ockrent, que moi je suis trop jeune, mais mes camarades d'Acrimed la connaissaient bien. Et voilà, ils étaient stupéfaits de voir qu'elle pouvait encore sévir sur les plateaux. C'est beaucoup d'éléments de langage qui ont eu libre cours, non-stop, et la plupart du temps sans contradiction, ce qui est évidemment problématique.
fait toute une étude notamment de BFM TV qui a vraiment joué un rôle assez spectaculaire, assez caricatural dans cette affaire. On a réalisé plusieurs études précises de séquences livrées par cette chaîne sur la manière dont les présentateurs et les journalistes ont régulièrement calé leurs interventions sur les conférences de presse des porte-paroles de l'armée israélienne et qu'ils attendaient vraiment pour donner la lecture des événements. En fait, ils le formulaient y compris tel quel à l'antenne, ce qui facilite la tâche. Donc voilà, et ensuite il relayait le même discours. On a eu une marginalisation évidemment des voix solidaires du peuple palestinien. C'est une chaîne qui a aussi fait quelque chose de très important, c'est-à-dire qui a méthodiquement feuilletonné l'offensive terrestre pour mieux minimiser les bombardements. À tel point que des présentateurs, au moment de cette offensive terrestre, parlaient de début de la riposte israélienne, donc en faisant comme si, littéralement en invisibilisant quand même 3 semaines de déluge de bombes sur la bande de Gaza, en faisant comme si rien de tout cela ne s'était passé, jusqu'à évidemment des émissions proprement répugnantes, il faut le dire, avec des bandeaux dont je me rappelle, et je me rappellerai sans doute toute ma vie. Par exemple, offensive terrestre à Gaza, c'est pour quand ? Point d'interrogation. Ou alors, Netanyahou a-t-il la main qui tremble? Voilà. Mais voilà, il y a eu aussi Europe 1. Europe 1, je vous en parle un tout petit peu parce que quand même, et puis j'avais fait le papier avec un camarade d'Acrimed qui est là, qui s'est donné beaucoup de mal aussi pour faire un comptage, et on avait relevé que du 7 octobre au 29, on a regardé la matinale de Dimitri Pavlenko, du 7 octobre au 29 décembre, la question palestinienne a été la question qui a été le plus traitée. Elle a fait l'objet de 15 entretiens. Il n'y a pas eu une seule fois, un bilan des civils tués à Gaza, et aucune voix qui ait été en soutien du peuple palestinien, ou simplement même en capacité en fait de donner des informations sur ce qui se passait. Traduit en chiffres, on avait compté 2 heures d'antenne cumulées sur ce sujet, et Gaza et ses habitants ont fait l'objet d'un traitement de 1 minute 30. Voilà. Et dans l'interview de Sonia Mabrouk, qui était aussi une question très abordée, c'était 5 heures d'antenne sur la question palestinienne, sur les événements 7 octobre, etc. 5 heures d'antenne, 6 minutes sur Gaza et ses habitants. Voilà, je ne vais pas non plus, quand on parle de propagande de guerre, il faut aussi mentionner, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur évidemment les fake news qui ont été reliées à propos du 7 octobre dans la roue, notamment d'I24 News aussi. Par exemple, les 40 bébés décapités qui ont beaucoup tourné dans les médias français. Et ce qui est important aussi à dire du point de vue de la critique médiatique, c'est que sans qu'aucune autocritique n'ait vu le jour ensuite. Voilà, donc ça c'est un principe général, mais quand même, quand on a affaire à des moments de rouleau compresseur comme ça, c'est quelque chose qu'on garde aussi vraiment en travers de la gorge pour dire le moins. Voilà, donc en gros, présentisme, dépolitisation, suivisme à l'égard de la communication israélienne, accompagnement aussi de l'offensive militaire. C'est un bruit médiatique général qui a facilité, favorisé et légitimé le développement aussi d'un contenu particulièrement problématique fait de double standard, de compassion sélective et finalement d'invisibilisation de la tragédie de Gaza et de déshumanisation des Palestiniens. Les doubles standards, ils se sont donnés à voir dès le lendemain du 7 octobre, ils sont permanents depuis, ils ont pris moult formes. Il y a la question, on pourrait évoquer la question des sources de l'information. Le fait, par exemple, que ce soit imposé un phénomène éditorial qui était d'accoler l'expression selon le Hamas quand on donnait le bilan, ça délégitimait systématiquement. Et puis par ailleurs, n'était que très rarement rappelé que l'ONU, l'OMS et des ONG internationales, y compris les autorités israéliennes elles-mêmes, avaient considéré les données du ministère de la Santé de Gaza comme fiables. On pourrait dire exactement la même chose aussi de l'usage systématique du terme générique ministère de la Santé du Hamas, en lieu et place de l'appellation officielle de l'institution. Et ça, après discussion avec les camarades d'Acrimed, à notre connaissance, en tout cas, c'est un choix éditorial unique au monde. S'agissant d'Israël ou même d'autres pays, en fait, on n'a pas connaissance ou on ne pense pas à un journaliste qui a,
un traitement journalistique qui associerait systématiquement un ministère au mouvement politique qui le dirige. Et donc évidemment le choix n'est pas anodin, il n'est pas forcément pensé systématiquement comme ça, mais en tout cas quand je vous parlais au début des effets de délégitimation et de disqualification, ça en fait partie. On peut évidemment relever que si la communication israélienne, comme je vous le disais à l'instant, a été abondamment reprise, sans être remise en question, sans a priori en fait sur ce qu'elle pourrait véhiculer en termes de fausses informations, mensonges, etc. C'est exactement l'inverse qui se passe avec les innombrables documents, témoignages, vidéos tournés par les habitants de Gaza, qu'ils soient journalistes, vidéastes ou simples citoyens, c'est-à-dire que les journalistes ont quand même fait un usage pour le moins modéré de tous les documents audiovisuels, écrits qui pouvaient leur parvenir, et que par contre, évidemment, quand une journaliste de CNN a pu arriver dans Gaza et tourner des images, là, elles ont été reprises sans aucun problème, ça a fait le tour des télés, etc. Donc c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que du point de vue des chefferies médiatiques, ce qui posait problème, c'est pas tant ce qui était montré ou dit à l'écran, c'est qui le disait et qui le montrait, et évidemment avec un verdict sous-entendu qui était présomption de mensonge pour les uns ou de partialité pour les uns, et crédit de fiabilité pour les autres. Usage immodéré de la communication ou propagande israélienne, et par contre, les vidéos contournées, les soldats israéliens eux-mêmes, de vidéos d'exaction, d'humiliation, etc. Il a fallu attendre longtemps pour en avoir un traitement dans les médias dominants. Libération a fait un papier, Le Monde a fait un papier, mais je veux dire, dans les télés, c'était quasiment inexistant. Or, c'est fort dommage, puisque évidemment, c'est des vidéos qui témoignent évidemment du caractère fondamentalement colonial de ce conflit qui se fonde littéralement sur l'aliénation et l'animalisation du peuple colonisé, animalisation qui était vraiment limpide dans chacune de ces vidéos de soldats qui ont inondé les réseaux sociaux et très peu les écrans des grandes télévisions, et je ne parle même pas des selfies dans lesquels les soldats israéliens posent et jouent avec des sous-vêtements ou vêtements de femmes, ce qui, comme le rappelait un historien il n'y a pas longtemps, Fabrice Ricciputi, est évidemment un invariant colonial. Le standard aussi dans les interviews, que ce soit des acteurs locaux, des chercheurs français, des acteurs politiques, etc., selon que, évidemment, ils étaient identifiés à tort ou à raison comme des soutiens du peuple palestinien. Il n'y a pas eu le même traitement, ça aussi, dans les médias dominants, par les grands intervieweurs. Les compassions sélectives, j'en parlais, donc ça a été évidemment les grands éditorialistes, Caroline Fourest, qui nous ont expliqué évidemment que toutes les morts ne se valaient pas. On l'a entendu beaucoup, voilà, c'était un discours qui était évidemment très répandu, peu remis en question, et un discours aussi qui visiblement en fait ne demande pas où on leur demandera jamais des comptes en fait. Caroline Fourest, elle continue de se répandre sur les médias, en fait personne ne va jamais la reprendre et l'interroger en fait sur la fois où elle a par exemple dit au doigt mouillé qu'il fallait diviser les bilans par 10. Alors elle disait par 10 si ce n'est par 5, en plus voilà, ça donne un peu une idée de... À elle on lui demandera pas de compte. On a fait toute une étude aussi du Parisien, l'incroyable double standard qu'il a été une ligne éditoriale dans les unes du Parisien en fonction de ce qui était montré selon qu'on traitait de Gaza ou des victimes israéliennes du 7 octobre. Pas du tout les mêmes représentations. Dans un cas, il y avait des visages, des noms, une titraille journalistique éditoriale qui traduisait un engagement affectif, un champ lexical affectif de la rédaction, etc. Pas du tout sur Gaza. C'est un phénomène structurel, presse écrite et audiovisuelle confondus. On a fait aussi des études quantitatives sur les unes des hebdomadaires, les unes des quotidiens et aussi la matinale de France Inter. Le constat était le même, un désintérêt manifeste après une attention éditoriale lors des tout premiers jours. Ce qui est important pour nous à dire, c'est que évidemment à l'échelle des médias dominants,
Ce qui est donné à voir, c'est pas seulement une classique, entre guillemets, absence de considération pour un conflit qui serait éloigné, méconnu ou sous les radars. C'est une cécité manifeste et volontaire concernant Gaza et les territoires occupés. Ce sont des choix éditoriaux avec des critères de sélection qui ne font pas bon ménage, évidemment, non seulement avec la production d'une information digne de ce nom, mais aussi, vu l'ampleur du carnage, avec la morale, évidemment, la plus élémentaire. Puisque totalement banalisées ou invisibilisées, les victimes palestiniennes ne sont pas dignes d'une information, elles ne sont pas une actualité, c'est-à-dire qu'elles ne méritent pas un suivi régulier. Et cette invisibilisation qu'on retrouve encore de manière spectaculaire aujourd'hui et depuis plusieurs semaines est l'expression pour nous la plus aboutie d'une déshumanisation globale des Palestiniens comme individus et comme peuple, relégués, que ce soit intentionnel ou non, aux marges, voire à l'extérieur de l'humanité. Ces phénomènes ne sont pas propres aux médias et on ne peut pas les comprendre si on ne les appréhende pas à la fois comme un symptôme et comme un révélateur de l'impensée coloniale qui sévit dans les sphères de pouvoir en France, qu'elle soit médiatique ou politique, mais évidemment symptôme et révélateur d'une droitisation toujours plus féroce des sphères politiques et médiatiques françaises. De toute façon, c'est toujours plus important de parler de l'information internationale parce que, évidemment, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en France. Mais je conclurai pas, évidemment, sans dire un mot de la campagne McCarthyiste à laquelle on assiste depuis 8 mois en France. Les médias dominants ont un rôle majeur là-dedans, majeur. On l'a dénoncé, critiqué avec le plus de voix possible et de toutes les formes possibles dès décembre. On parlait de McCarthyisme, évidemment, ça s'est amplifié au fur et à mesure. Le constat ne fait que s'aggraver. Répression de l'État et des directions universitaires contre les mobilisations étudiantes en soutien de la cause palestinienne, violences policières contre les manifestants, les lourdes condamnations judiciaires, les sanctions sur les lieux de travail, la démultiplication d'interdictions de conférences, de rassemblements, le refoulement aux frontières aussi de personnalités palestiniennes, les multiples convocations pour apologie du terrorisme n'ont amené dans les rédactions que de très rares et de très timides réactions, donc encore une fois dans une corporation journalistique qui aime pourtant en général, où l'on aime se présenter comme des défenseurs intransigeants de la liberté d'expression. Donc ce qu'il faut dire, c'est que déjà, ces cas de censure et de pression passent pour la plupart totalement sous les radars. Et quand ce n'est pas le cas, on a pu observer, là c'est dans le 2e numéro de Médiacritique où il y a beaucoup d'articles là-dessus, un accompagnement et un appel aussi, en particulier dans les médias audiovisuels, à durcir la répression. Donc c'est-à-dire un traitement médiatique qui accompagne cette accélération nouvelle du processus autoritaire en France, dans un suivisme, encore une fois, littéralement affligeant à l'égard de la classe politique. Les grands médias ont participé à la criminalisation politique en cours, qui a été évidemment amorcée dès le mois d'octobre. Donc on a vu des gardes à vue médiatiques d'acteurs politiques, de chercheurs, de personnalités associatives, etc., invectives infamantes, etc., et qui a débouché sur une campagne médiatique absolument ahurissante contre la France insoumise. Et on avait fait une grande vidéo aussi sur le traitement de Rima Hassan, qui est vraiment tout à fait révélateur à la fois de la droitisation des chefferies médiatiques sur cette question, mais aussi du continuum raciste dans les médias, puisqu'elle a fait face sur les plateaux à un harcèlement que même pour des observateurs aguerris était proprement sidérant, et avec des spécificités racistes évidentes. Le traitement des mobilisations à Sciences Po, par exemple, a été indigne aussi. On n'interviewait pas beaucoup. Là aussi, vous avez vraiment beaucoup d'exemples détaillés. Étudiants qui n'avaient pas la parole, mais qui ont été cloués au pilori. Par exemple, on a relevé qu'ils ont, dans les espaces médiatiques les plus exposés, c'est-à-dire les matinales, dans l'audiovisuel, il n'y a pas eu une matinale pour inviter un étudiant, à part France Culture, une fois. Et il faut voir les questions que lui a posées Guillaume Erner, qui étaient lourdes de sous-entendus et vraiment scandaleuse pour le coup, traitement là aussi de poids de mesure, etc. Mais voilà, et donc on passait leur temps, les journalistes,
à accuser évidemment tel ou tel responsable politique d'instrumentalisation politique, mais ils ne sont pas foutus évidemment d'inviter les premiers concernés dans leurs espaces médiatiques. Depuis plusieurs mois, qu'il s'agisse de la France insoumise en fait ou des mouvements étudiants, tout discours, toute prise de position et toute action de solidarité avec la Palestine est critiquée en soi ou en raison de ce qu'il ne dit pas. Et donc c'est les reproches aussi qu'on leur fait. Et en fait, c'est commenté au prisme de ce que ça pourrait recouvrir en termes d'arrière-pensée supposée et de visée stratégique fantasmée. Ça, c'est pour Mélenchon, la conquête, etc. Vous l'avez lu partout, la conquête de l'électorat des banlieues, avec tout ce que ça traduit de stéréotypes racistes, là encore. Et donc, du point de vue du journalisme, ça, qui est encore une fois largement documenté, il s'agit d'interpréter et de soupçonner a priori, avant même d'informer et de s'être informé. Et donc, c'est pour ça qu'on répète tout le temps qu'en gros, les arguments de fond qui sont défendus par les étudiants, par la France insoumise, etc., finalement, leur importent peu, parce qu'ils ne sont pas documentés, ou alors à la marge, et parce qu'on ne leur prête ni crédit ni sincérité, mais qu'on s'attelle, que les journalistes s'attellent à en imaginer les calculs et les sous-entendus. Cette façon de faire, en fait, il faut comprendre aussi que ça fait plus que piétiner le journalisme et dévoyer en fait les fonctions du journalisme dans les plus grandes largeurs. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en fait, les professionnels des médias sacralisent et véhiculent littéralement un mode de représentation confusionniste, si ce n'est complotiste, du monde social et politique. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. On aura toutes pu mesurer dans évidemment la campagne qui s'est poursuivie là, pendant les européennes, pendant les législatives, ahurissante contre le nouveau Front populaire, contre la France insoumise, traité d'antisémite systématiquement et tout. On aura tous pu percevoir un moment où on se sent complètement démuni quoi, face à ce rouleau compresseur et que tout s'est tellement inversé qu'on a l'impression qu'on ne peut pas avoir de prise. Et je pense que ce mode de traitement-là, il est important à comprendre et à expliquer aussi et qui permet aussi de mesurer vraiment le naufrage informationnel et médiatique dans lequel on se trouve. Ce qu'on a toujours dit et très tôt depuis octobre à Acrimed, c'est qu'à la manière d'un redoutable accélérateur, évidemment, la question palestinienne, elle cristallise un processus qui est à l'œuvre depuis plus de 10 ans, évidemment dans les champs politiques et journalistiques français, qui consiste à diaboliser la gauche tout en normalisant et en promouvant l'extrême droite de l'autre main. Et donc, il faut lire cette séquence vraiment de campagne médiatique contre la gauche maccarthiste, à front renversé pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un symptôme de la radicalisation des chefferies médiatiques et de l'alignement, on va dire, des représentants autoproclamés du cercle de la raison sur le pôle réactionnaire, qui tous deux communient, on va dire, dans une fuite en avant là, autoritaire, et évidemment avec beaucoup de relents islamophobes. Voilà, bon, c'était un gros trait, désolé.